Vous faites un signe. Donc, bonjour. Là, je me présente, je m'appelle Justina Swat. Je viens ici présenter le projet WikiHouse. WikiHouse n'est pas le seul projet sur lequel je travaille. Je travaille avec un collectif qui s'appelle WeShare, qui travaille sur l'économie collaborative et la transition économique. J'enseigne design à l'école de design industriel ainsi des ateliers à Paris. Et je suis une des cofondatrices du projet POC 21, qui était organisé en Ile-de-France en amont de la conférence climat l'année dernière, qui a agréé 12 projets open source qui ont agi sur le climat. Mais aujourd'hui, on va parler de la WikiHouse parce qu'on est focalisé à l'architecture. Alors, est-ce qu'on voit mes slides? C'est bon? Je vous fais une petite introduction parce que j'aime bien raconter des histoires. C'est mon côté enseignant. Donc, on est tous d'accord que notre environnement évolue. On a passé par plusieurs révolutions. On a passé par la première, deuxième révolution industrielle. On a changé le mode de production. On a créé, on s'est développé. À certains moments, on a développé les voitures. L'économie est devenue beaucoup plus dynamique. Et nos modes de vie sont changés en fonction de ça. J'aime bien montrer quelque chose qui était très caractéristique aux États-Unis. Après cette révolution industrielle et cette facilité d'accès à la technologie et démocratisation des technologies, le mode de vie a changé. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui maintenant avaient un accès aux voitures sont sortis de la ville. On a commencé à créer des lotissements, on a commencé à vraiment changer la vie, changer les façons dont on se développe et changer nos habitudes. On a commencé à utiliser les voitures pour aller travailler dans la ville. Et en gros, le monde a légèrement évolué grâce ou à travers de ces changements technologiques. Moi, je suis polonaise d'origine. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai pu vivre parce que chez nous, c'était le communisme. Donc, je vous montre vite fait. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que un changement qu'on vit aujourd'hui, et on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, parce qu'à certains moments, avec les ordinateurs que vous voyez ici, le mainframe, on était capable de faire très peu. Mais grâce à ces ordinateurs, on a développé un réseau qu'aujourd'hui on appelle Internet, qui petit à petit a commencé de s'intégrer dans nos vies. Donc aujourd'hui, on vit dans ça. Donc pour moi, c'est une révolution. Et pour moi, cette révolution, bon, c'est un gros mot, mais c'est un changement. Elle va beaucoup impacter la façon dont on vit, on produit et on construit. Juste pour vous faire une petite visualisation de ça, en 50 années, on était parti de quelques connexions utilisées par l'armée à ce qu'on connaît aujourd'hui comme le net, le Facebook. Et à certains moments, on a commencé à basculer vers une communication à travers ces réseaux qui se développaient. On était capable de partager directement avec une autre personne qui serait trouvée au bout du monde. On peut se dire, oui, c'est sympa de se parler avec les gens, mais à quoi ça sert? Comme vous voyez, ça a légèrement à nouveau changé notre économie. On a commencé à voir les plateformes type Airbnb qui nous aidaient à échanger, à voyager, à visiter le monde autrement. On a commencé à utiliser l'Internet pour faire du covoiturage. On développe le monnaie comme Bitcoin et on est capable de plus aller chercher le prêt dans une banque, mais de lancer une campagne de crowdfunding. Donc, vous voyez, cette révolution a vraiment impacté la façon dont on vit et on voit l'économie. Donc voilà, on était parti de ça et on était parti de cette possibilité avec les imprimantes de devenir un éditeur à la maison, ce qui ne s'est pas passé, à cet petit ordinateur qu'on garde dans nos poches, qui est équivalent de ces mainframes qu'on a regardé avant. Et aujourd'hui, on parle de ça. Donc, c'est les imprimantes 3D que vous voyez très bien, ils sont dans tous les Fab Labs. Et aujourd'hui, on est en train de dire que cette technologie
va nous faire le fabricant à la maison. On sera capable d'imprimer quelque chose chez nous. Donc moi, ça me fait penser à ça. On sait tous, on s'en sert des imprimantes, mais on n'est pas forcément des éditeurs à la maison. Donc est-ce que cette technologie, ça sera l'avenir, oui ou non? Je pense qu'on va voir assez vite. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette impression 3D, elle a le même âge que moi j'ai 30 ans, c'était quelque chose qui était utilisé dans l'industrie. Mais il y a quelques années, le brevet est tombé et cette technologie est devenue accessible à tout le monde. Donc avec le projet RepRap, là c'est l'arbre généalogique de RepRap, avec tout un sort de modifications qui étaient faites dans cette technologie, qui a fait qu'elle est devenue beaucoup plus simple à accéder et que maintenant, vous le voyez, les gens qui sont en train d'imprimer les petits éléments d'imprimante qui peuvent imprimer les éléments. Donc pour moi, cette modification, cette révolution dans le monde numérique et de connectivité, plus cette accessibilité vers ces outils, est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça, c'est nos amis Barcelone, Fab Lab Barcelone, c'est leur KUKA, c'est leur robot. Bon, il fait différentes choses. Hein. Il fait parfois des toasts, il met parfois du beurre sur les toasts, mais il est aussi capable de faire la soudure. On a entendu parler d'un projet, d'un robot qui est en train de souder un pont, c'est MX 3D. Donc vraiment, toutes ces technologies, elles commencent à avoir du potentiel, comme on regardait dans, pas forcément dans le monde de hobby, mais aussi carrément dans la construction, dans l'architecture. Je passe vite fait sur Neil Galshenfeld, le père de Fab Lab, et sur le fait que le Fab Lab, aujourd'hui, il en a officiellement 600, mais récemment, j'ai appris qu'il en a 1000 dans le tuyau. Donc, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, était d'un genre de hobby, d'un lieu un peu, on ne sait pas ce que c'est, est devenu même un buzzword, un mot qui est utilisé beaucoup. Et aujourd'hui, avec le Fab Lab, on parle de Fab City. Donc, comme vous voyez, tout ça, ce n'est pas juste on s'amuse avec des choses qui touchent des geeks, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé en réseau assez rapidement. Donc, pourquoi je fais cette petite introduction? C'était pour vous montrer où on se trouve aujourd'hui et comment on est arrivé à ça. Donc, moi, en tant que designer industriel, je connais ce type de fonctionnement. On a un designer qui a conçu un projet qui a été fabriqué en Chine, qui a été envoyé pour être vendu aux États-Unis. Mais, grâce à notre connectivité, notre web, nos réseaux, nos outils, on est aujourd'hui capable de décentraliser et de délocaliser la conception de la production. Ce qui fait qu'on n'est plus obligé de passer par ça, mais on est capable de télécharger l'information sur un objet et de le fabriquer grâce à ces outils numériques qui deviennent de plus en plus accessibles sur place. Donc ça, ce qu'on appelle la décentralisation, la fabrication décentralisée. Donc WikiHouse, c'est un projet qui est le plus connu grâce à un TED Talk de mon collègue Alastir, qui a été vu 1 million de fois, je pense que c'est 1200, vraiment, il a été vu, qui parle de système de construction qui utilise une matière assez accessible, comme du contreplaqué. Mais ce projet-là, c'est un brevet de concept. Ce n'est pas un start-up, c'est vraiment quelque chose qui est une sorte au début de recherche académique sur le potentiel de cette technologie dans l'environnement de construction. Donc WikiHouse nous permet de télécharger le fichier, le plan de construction d'une maison, à travers d'un site web, de le ramener dans un Fab Lab qui dispose d'une fraiseuse numérique. Vous voyez à quoi ça ressemble, c'est une grande machine qui découpe dans une matière qui vient en planche, qui découpe les éléments qu'on peut après rassembler pour construire une structure d'une maison. Donc, ça ressemble à ça, mais c'est qu'un début, c'est qu'un brevet. Pourquoi on utilise tout de suite la question qui se pose, oui, pourquoi contreplaqué? C'est une matière qui est très accessible aujourd'hui, qui nous a permis de tester un concept
qui a un marché. Et en fait, ça se trouve que contreplaqué grâce à le fait de mélange de directions de fibres a des capacités très intéressantes dans la structure. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu plus de photos après. Mais en gros, c'est un système de construction qui utilise la technologie numérique, qui est téléchargeable à travers un site web, qui peut être après utilisé pour construire des vraies maisons avec la connaissance de la construction ou pas. C'est quelque chose qui ressemble à peu près à un kit IKEA de très grande taille. Donc, c'est un projet open source. C'est un projet qui est développé par un très grand groupe de personnes parce qu'on a des chapitres locaux qui se sont créés dans le monde entier où les gens utilisent cette technologie pour la adapter ou complètement modifier en fonction de la situation géographique. Donc aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Ça veut dire qu'on est en train de développer un logiciel, on est en train de travailler avec plusieurs entreprises et groupes qui va permettre aux utilisateurs de se connecter avec notre plateforme, prendre un autre système et modifier en fonction de leurs besoins de site. C'est notre idée de base qui aujourd'hui est poussée encore plus loin. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc un fichier qu'on a aujourd'hui, il faut dire honnêtement, on travaille sur SketchUp, c'est pas non plus la magie. On a des fichiers qui peut être modifié. Bon, SketchUp, c'est pas un logiciel compliqué, hein, qui peut être modifié, qui à la fin devient des éléments qu'on met dans une planche en fonction de nos besoins. On essaye de travailler avec plusieurs entreprises qui développent les logiciels pour faciliter cette manipulation, de passer d'un modèle 3D à ce qu'on appelle le nesting, à ce moment où on met des pièces dans la planche. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore parfait. Donc, le Frésus numérique, il n'y a pas très longtemps, ça se voyait très peu. Aujourd'hui, il y a des projets open source de Frésus numérique. Pareil, on peut faire une Frésus numérique avec une Frésus numérique. C'est ça, une Frésus numérique. Donc là, je vous montre, ça sera très romantique. J'ai une petite bougie à côté. Je suis en train de travailler sur un projet. Donc, c'était un chantier qu'on a fait pendant POC 21. Donc, c'était le projet que je vous racontais dans un château à côté de Paris, où on a monté un petit prototype d'un studio. C'était monté par 3 personnes en 1 jour et demi. Donc, voilà. Mais on en a fait plein. Celui-là, c'était un prototype qu'on a construit il y a 2 ans à Londres pour le London Design Festival. Donc vous voyez bien comment il y a une petite équipe qui est en train de rassembler tous les éléments. Ça ressemble vraiment à un énorme kit IKEA. Pour vous donner un peu d'informations, ce module-là, normalement, c'est un module d'une maison sur 2 étages qui a 68 mètres carrés. Là, c'était un prototype, donc on n'a pas eu le financement complet pour construire la maison. Donc on a fini avec une terrasse sur la toiture. Ça nous a pris le gros œuvre, donc la structure, on a monté en 3 jours, on était 9. Donc après, ça revient une construction traditionnelle avec la finition, bardage et tout ça. Donc vous voyez un tout petit peu le système. Donc ici, l'assemblage, le fichier 3D, le passage à montage. Bien sûr, c'est compliqué, il y a beaucoup d'éléments, donc on a des petites instructions de montage. Voilà, c'est le prototype qui était construit à Millemont, qui aujourd'hui toujours encore il est toujours en chantier, il y a encore des détails qui sont à finir, mais comme vous voyez, c'est une maison, c'est une petite maison. Après, on en a construit de différentes tailles. On a construit une grande maison, 2 étages, 168 mètres carrés en Angleterre, qui ressemblait à ça. Je vous passe vite fait une petite animation. Donc vous voyez, c'est des éléments qui s'assemblent en cadre, qui s'assemblent ensemble pour créer une structure qui après devient finie comme n'importe quel type. En fait, c'est une charpente en bois faite avec les outils numériques. Voilà, elle ressemble ça à la maison en Angleterre.
Et c'est effectivement très intéressant parce qu'on travaille du bois, la façon dont les maisons ils sont rassemblées, ça nous permet d'isoler facilement entre les cadres. On vient mettre l'isolant, en plus le bois il a des capacités énergétiques très, très intéressantes. Le coût est faible, je veux dire, ce n'est pas non plus la solution la plus économique du monde, il y a d'autres, mais le coût est très faible, il est modulaire, on peut aller en taille, on peut faire plus grand, plus petit, après on est effectivement limité par la masse combustible de bois qui ne permet pas toujours de construire dans ces systèmes. Après, il peut être personnalisé, comme j'ai déjà montré. Mais en gros, la construction à WikiHouse et tout ce qu'on fait va beaucoup plus loin. Parce que pour construire une maison, ça veut dire acheter un terrain. La maison elle-même, c'est une coquille dans laquelle on va mettre... il faut le chauffage, il faut l'électricité, il faut l'eau, et il faut le mobilier. Donc nous, on travaille avec différents groupes, avec différents gens. On développe une plateforme qui va beaucoup plus loin que la construction de maisons en contreplaqué. Mais ça, je vous parle un tout petit peu après. Et de temps en temps, comme on développe des prototypes, on essaye de travailler en collaboration avec des entreprises ou des ingénieurs où on développe de nouveaux prototypes. Donc là, par exemple, vous voyez, ce sera à votre droite, c'est une fenêtre faite avec du MDF hydrofuge. Ça paraît bizarre, le fenêtre en MDF, mais ça marche très bien. C'est une tentation qu'on a fait qui peut être intéressante de la rénovation. Et l'autre, c'est un module de ventilation double flux qui était conçu par un ingénieur qui a été imprimé en 3D et le moteur venait d'un jouet de son enfant. Mais on a aussi essayé de connecter les lumières et développer un système de contrôle d'énergie dans la maison avec un petit cerveau de WikiHouse qui nous permettait de contrôler l'utilisation d'énergie. Donc on essaye, avec notre communauté, avec des gens qui sont intéressés par cette thématique, d'aller toucher tous les éléments qui entrent dans l'habitat. Et pas seulement. Donc là, je vous montre vite fait certains chantiers à qui j'ai participé. Il y en a une qui est à Londres, à Paris, deux en Écosse et une à Vienne. Donc WikiHouse aujourd'hui, c'est une communauté. On a 20 chapitres locaux. On a 1000 membres, 82 startups. Ce qu'on appelle des startups, c'est des gens qui essayent de développer soit des entreprises qui vont peut-être vendre des kits. En tout cas, il en a beaucoup. Et nous, comment on fonctionne? Ce système fait peur à pas mal de gens. Donc nous, on ne veut pas être un Uber de la construction. Donc on est tout simplement une fondation. On essaye de fédérer les gens qui essayent de voir comment la technologie va impacter le business de bâtiments, tout simplement, ou des constructions. Donc on fédère différents acteurs qui sont intéressés par le développement d'une plateforme. Pourquoi on fait ça? Parce que moi j'habite à Paris, et la fondation elle est basée en Angleterre. Il y a beaucoup de gens, il y a différents types de gens qui nous contactent, il y a différents environnements dans lesquels on travaille. On travaille beaucoup dans les villes où on commence à avoir les crises de logement, où le prix de logement très élevé, ou des gens qui sont leurs parcelles, qui habitent un peu plus loin de la ville. Mais dans les conditions de la ville, le problème est assez grave, car le prix des terrains augmente énormément. Donc le particulier peut plus se permettre d'acheter un terrain. Et on a des gros investisseurs qui, je les comprends très bien, il n'y a pas de problème, qui essayent de construire pour avoir le plus grand revenu possible, ce qui ne correspond pas forcément à nos besoins en tant qu'un habitant. Donc, on n'est pas forcément obligé d'habiter dans le logement qui correspond à une personne moyenne. C'est vraiment quelque chose qu'on peut changer grâce à la personnalisation de la construction. Donc nous, désolé, les slides ils sont en anglais, la plupart du temps je parle en anglais. Donc nous, on essaye de développer vraiment un système complet pour stimuler l'emploi, pour stimuler l'économie. Parce que dans tout ce que vous voyez, il y a des architectes qui développent, les architectes et les designers
qui développent les modules, il y a des gens qui vont certifier ce type de construction, il y a des gens qui vont le construire, qui vont soutenir le chantier, il y a des gens qui vont faire la découpe, il y a aussi les gens qui vont faire la livraison si nécessaire. Donc ça devient un secteur assez intéressant et ça peut être fait, on sort d'un quartier avec un Fab Lab au cœur, avec une petite usine qui nous construit la maison, ou autant qu'il y ait une extension quelque part. Donc ça devient assez intéressant au niveau économique, pas seulement pour nous, parce que nous, on est un non-profit, on a une fondation, mais pour les gens qui peuvent, par exemple, changer légèrement leur métier, même s'adapter à cette révolution technologique, si vous voulez. Donc aujourd'hui, je vous passe vite fait sur ça parce que c'est un peu top secret, on communique très peu sur ça. Aujourd'hui, on travaille sur quelque chose qui s'appelle OpenChain, ce qui va devenir une interface web pour les gens qui cherchent à construire une maison. On va essayer de travailler avec les données publiques, avec le PLU, avec ce logiciel qu'on développe et ce groupe de fabricants, architectes et certifiants pour créer un genre de Airbnb de la construction. Je dis Airbnb, pas Uber, encore une fois. Donc Open Data, le code de construction, le fichier, le projet développé par notre communauté, ça sera accessible à travers d'une plateforme qui va guider quelqu'un dans son procès d'achat et construction de la maison. Tout ça, c'est pas vraiment très nouveau. Dans tout le mouvement technologique, open source, on revient à peu près dans les années 70 ou même avant. Donc dans le cas de construction, dans le village, les gens construisaient ensemble, c'était quelque chose de très normal. Pour ça, on réagit à le changement technologique avec ce qu'on fait. Je dis vite fait, une entreprise sœur, ça c'est un start-up de WikiHouse et OpenDesk, c'est des gens qui utilisent à peu près la même technologie mais pour faire du mobilier. Ça c'est un start-up pur. Et le projet POC 21 qui travaillait sur toute la reste, sur l'énergie, sur la plupart du temps en fait énergie, qui est un système énergétique qu'on peut utiliser en open source pour mettre dans notre maison WikiHouse. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. J'ai plus de temps? Donc si vous avez des questions, je reste au Fab Lab Fest. N'hésitez pas à venir me voir. Merci. Donc on va maintenant accueillir